Il est 20h01, nous sommes à Compiègne chez Daniel Léca. Merci Daniel de nous recevoir ce soir. Un plaisir. Julien, une fois de plus, mon partenaire de débat qui est dans l'Oise. Hier, nous étions loin. Nous étions avant-hier dans le Nord. Oui. Et demain, nous serons à Arras. Arras. Même principe, posez toutes les questions que vous souhaitez poser à Daniel. Il est à votre disposition, nous sommes à votre disposition dans le cadre de ces permanences itinérantes au travers des Hauts-de-France. C'est l'avant-dernière. C'est triste, mais c'est déjà l'avant-dernière de cette campagne. Comme beaucoup d'entre vous, nous avons suivi le débat sur BFM avec Xavier Bertrand. On ne va pas refaire le match, mais comme ça, en deux mots, qu'est-ce que vous en retenez, Daniel? Alors, Xavier Bertrand serein, comme à son habitude, qui sait répondre sur le fond, qui sait dénoncer avec beaucoup de clarté les mensonges des autres candidats, et en même temps d'autres candidats qui restent dans leur posture. Donc c'est à l'image de cette campagne. Oui, j'ai trouvé que le débat de ce soir allait dans la continuité de celui d'hier, où on a vu clairement Xavier Bertrand largement au-dessus, assez impérial, assez sur tous les sujets, où la maîtrise sur le fond, comme tu as dit Daniel, et on voit très bien qu'il y a une différence de niveau, vraiment de connaissance des dossiers, de projection aussi, et de vision de l'avenir de la région. Donc, je crois que le débat de ce soir a confirmé vraiment celui d'hier soir, et finalement le résultat du premier tour qui doit se confirmer absolument, et c'est pour ça qu'il faut se mobiliser jusqu'au bout dimanche pour le second tour. Bon, comme Xavier l'a dit, le concret, la proximité, ici, donc on est dans l'Oise, on va parler du concret. Donc je rappelle, Daniel, tu es vice-président à la région. Exactement. Tu es en charge de l'enseignement supérieur, de l'Europe, de la recherche et du contrat de plan État-région. On en dira peut-être un mot d'ailleurs. Ça peut paraître un peu lointain, un peu administratif, mais c'est quelque chose de très concret. On va parler du territoire, puis tu vas peut-être commencer par parler un peu de toi. Ouais. Tu as 35 ans. Exactement. Et voilà, tu te présentes pour ceux qui, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, peut-être ne connaissent pas encore forcément. Ne connaissent pas. Bon, voilà. Ouais, alors j'ai 35 ans, effectivement, donc je vis à Compiègne. J'ai conservé mon activité professionnelle et j'y tiens, puisque je travaille dans le domaine de la communication, et notamment de la communication de crise. J'ai maintenant la chance d'être élu à Compiègne, conseiller municipal et conseiller de l'agglomération de la région de Compiègne. Je suis donc engagé depuis maintenant de très longues années au centre, puisque j'ai été pendant quelques années président du mouvement de jeunes de Jean-Louis Borloo, à l'époque président des jeunes du Parti radical, et puis maintenant de l'UDI. C'est président de l'UDI de l'Oise, c'est ça, hein? Président de l'UDI de l'Oise, vice-président de l'UDI au niveau national, et j'ai le plaisir à aussi présider aux côtés de Valérie Létard jusqu'à encore quelques jours, le groupe UDI à la région. Très bien. Alors, Compiègne, pour ceux qui connaissent, alors on connaît évidemment le palais qu'on a eu le plaisir de voir en arrivant ici, qui est magnifique. C'est aussi, alors c'est un territoire de technologie. Ouais. Il y a en plus une université qui est réputée, on peut dire mondialement, oui, qui a des partenariats avec des universités étrangères, qui est vraiment une pépite de l'enseignement. Tu peux peut-être nous en dire d'ailleurs quelques mots? Alors, à la fois sur Compiègne et sur peut-être l'UTC, effectivement, mais pas seulement d'ailleurs l'UTC, puisqu'on a la chance d'avoir dans le sud de la région, à Compiègne, un vrai écosystème d'innovation et un vrai écosystème universitaire très performant. On a évidemment, on l'a dit, l'UTC, l'Université technologique de Compiègne, qui forme des ingénieurs de très bon niveau dans un certain nombre de spécialités, avec des innovations, notamment autour de la mobilité, autour de l'aménagement urbain, avec une vraie renommée internationale sur ces domaines. Et puis on a aussi l'ESCOM, qui est une école de chimie qui forme des ingénieurs en chimie et qui s'exporte dans le monde entier. Donc on a la chance d'avoir sur Compiègne, c'est vrai, à la fois des universités qui fonctionnent, des écoles d'ingénieurs qui fonctionnent, mais aussi un écosystème d'entreprises qui, du coup, autour de ces universités, se développent, font en sorte aussi de faire rayonner cette partie de la région. Et l'Oise, en ce sens, a su tirer son épingle du jeu, puisque vous avez aussi, alors je peux
prendre un peu de recul par rapport à Compiègne, il parlait aussi de Beauvais. On a Unilassal, par exemple, sur les questions agricoles, qui prouve que voilà, on a dans cette partie de la région un vrai écosystème positif et très attractif et aussi très compétitif. Et c'est quelque chose sur lequel, en tout cas, moi, je prends plaisir à travailler, évidemment, dans mes fonctions de vice-président, mais étant originaire, évidemment, de Compiègne et de l'Oise, je prends d'autant plus de plaisir à valoriser cet aspect qui, je pense, est une vraie chance pour la région. Et alors, pour ceux qui connaissent mal un peu les structures administratives de la région, donc tu es vice-président, parmi tes attributions, il y a l'enseignement supérieur, Oui. ça n'est pas une compétence directe de Non. la région, donc ça consiste en quoi? Alors, nous, on n'a pas la gestion des établissements, évidemment, hein, ce n'est pas notre rôle. En revanche, on met en œuvre tout l'écosystème qui permet aux établissements d'enseignement supérieur, d'une part, de bien traiter les étudiants qui sont sur place. Donc, nous, on a une politique très volontariste sur l'accueil des étudiants. On finance aussi un certain nombre d'infrastructures lorsqu'il y a besoin, par exemple, de rénover des bâtiments ou lorsqu'ils ont besoin d'investir pour améliorer les conditions d'accueil des étudiants. On a aussi, puisque les établissements d'enseignement supérieur ont souvent un volet recherche sur lequel, là, pour le coup, la région intervient directement sur des financements pour permettre tout simplement aux universités d'innover et de financer leur recherche. Et puis, on a aussi à cœur, et c'est l'une des compétences fortes de la région, c'est de créer l'écosystème de recherche et d'innovation qui permet de faire des liens entre le monde de l'entreprise, le monde de la recherche et les établissements d'enseignement supérieur, parce qu'au fond, tout ça contribue à la fois à créer et à faire de la recherche sur les métiers de demain, à insérer professionnellement les jeunes et à faire en sorte que ça soit en lien avec des métiers qui sont à forte valeur ajoutée pour l'avenir. Et puis, on a aussi, nous, vocation, en tant que région, à favoriser tout simplement les passerelles, puisqu'on a aussi l'orientation entre le lycée et l'enseignement supérieur, mais pas seulement l'enseignement supérieur, tous les métiers. Donc, c'est aussi ça, mon rôle, de travailler avec mes collègues de la région pour faire en sorte que ce sujet qui est finalement très transversal eh bien, puisse être parmi nos priorités fortes, et c'est une priorité forte de Xavier, puisque, effectivement, comment on fait pour préparer l'avenir? On forme les jeunes, on crée des filières de recherche dynamiques, et ensuite, on le met en relation avec le monde de l'entreprise. Et ma compétence sur le sujet Europe est d'autant plus importante que les fonds européens sont des financeurs essentiels de la recherche et de l'enseignement supérieur. Donc, c'est finalement assez équilibré comme délégation qui permet, du coup, de mettre le maximum de moyens pour préparer l'avenir de la région par l'enseignement supérieur et par la recherche. On a parfois l'impression, quand on regarde notamment l'univers anglo-saxon, ça fonctionne mieux dans le système anglo-saxon que les entreprises, la recherche, l'université, que naturellement, bon, l'écosystème, il est déjà là. Et que, bon, en France, on a toujours un peu de retard. Et c'est vrai que sur la recherche, le fameux R&D, la France, elle n'est pas dans le trio de tête, en tout cas. Il y a des progrès qui ont été réalisés. Comment la région peut aider aussi, pousser, aider les entreprises, les chercheurs, pour qu'on dépose plus de brevets, pour qu'on invente plus? Qu'est-ce que… Oui, c'est un sujet essentiel d'attractivité et encore une fois, essentiel pour l'économie régionale. Parfois, on se dit que la recherche, c'est pour les 10, 15, 20 ans, 30 ans qui arrivent. C'est vrai, mais aussi, ça peut avoir des retombées très, très, très rapides et très, très immédiates. Comment on peut faire pour favoriser les choses? D'une part, il faut que l'on ait la capacité à davantage attirer et maintenir des étudiants dans notre système universitaire. Et pour cela, il faut les accompagner vers les études longues. C'est la raison pour laquelle, évidemment, nous, région, on essaye d'investir sur la lutte contre le décrochage. Et ensuite, comment on les maintient, on en parlera tout à l'heure dans le détail, et ensuite, comment on le fait en sorte qu'ils restent dans le circuit, et comment ensuite la région, et ça c'est sa compétence, finance des doctorats, tout simplement, pour qu'on puisse faire en sorte qu'ils fassent des recherches sur place, et qu'ensuite, ça soit évidemment au bénéfice de l'ensemble de l'écosystème régional. Nous avons fait le choix, et Xavier a fait le choix, d'accentuer et de renforcer notre effort sur ce sujet, avec l'idée qu'on puisse, à l'issue du prochain mandat, avoir plus de 1000 étudiants, entre guillemets, puis 1000 étudiants financés sur ces doctorats. Aujourd'hui, on en avait financé à peu près 800. L'effort est significatif et c'est quelque chose qui est très demandé par le monde de la recherche, très demandé par notamment les entreprises qui s'intéressent à tout cela. Ensuite, on a la possibilité de cofinancer des chaires qui permettent de travailler sur des sujets très spécifiques, mais qui ont pour conséquence de renforcer l'attractivité régionale et puis de permettre à des entreprises de faire des découvertes utiles, bénéfiques pour leur entreprise et pour leur secteur. Et là aussi, on met de l'argent et c'est un sujet important. Et puis enfin, on a la possibilité et on a le devoir d'ailleurs d'attirer
des chercheurs de renommée internationale. Et là aussi, on finance l'installation de chercheurs venus de l'étranger parce que ça renforce l'écosystème de la région et ça nous permet aussi de renforcer notre attractivité vis-à-vis des entreprises qui auraient envie de s'installer dans les Hauts-de-France et qui ont besoin d'avoir cet écosystème. Et nous, on le fait en nous appuyant notamment sur un réseau très dense, d'une part d'écoles, d'enseignement supérieur, tous ces établissements, mais aussi en ayant un tissu et un réseau extrêmement dense de laboratoires de recherche nationaux publics et qui sont aujourd'hui très performants, avec lesquels nous avons contractualisé, que nous accompagnons, et ça c'est un engagement fort de la région que nous voulons poursuivre, et maintenant à nous de renforcer encore l'écosystème d'innovation en faisant en sorte de financer d'autant plus les recherches qui sont sur les partenariats public-privé, c'est-à-dire en gros une entreprise ou des entreprises qui font le choix de s'engager sur de la recherche en région, en partenariat avec des laboratoires ou des établissements d'enseignement supérieur. Et là, avec ce lien-là, avec notamment ce qu'on appelle HDFID, qui est une agence qui est dédiée à l'innovation en région, eh bien, permettre ces passerelles et ces liens. Et il faut qu'on rajoute 2 dimensions. Et ce sont 2 éléments qui sont très forts dans le projet de Xavier. C'est le premier, davantage mettre en lumière les acteurs de la recherche en région. Nous allons avoir en septembre, à la rentrée, le lancement du portail de la recherche en région qui permettra de référencer l'ensemble des acteurs de la recherche et des domaines de recherche sur lesquels ils travaillent pour pouvoir faire en sorte que les entreprises, PME, TPE ou plus grandes entreprises puissent taper à la bonne porte et du coup faire appel à ces laboratoires ou à ces établissements pour elles-mêmes mener des programmes de recherche. Et puis ensuite, on a un programme qui est régulier, qui s'appelle les journées des rencontres de recherche et de l'innovation, les RRI, qui fonctionnent bien. Mais nous avons fait le choix de proposer que ces moments de communication, qui sont là pour mettre en lumière les secteurs de recherche, qu'on aille au plus près des territoires. Parce que ce qui manque aujourd'hui, c'est pour les entreprises cette connaissance de l'écosystème local. Quand on est une PME et qu'on a envie d'innover et qu'on ne sait pas trop où taper, à quelle porte taper, on a évidemment la région, mais parfois elle peut paraître un peu lointaine. Oui, l'idée, c'est qu'on aille plus loin dans la contractualisation, c'est-à-dire des liens avec les territoires qui ont la chance d'avoir des établissements d'enseignement supérieur ou des laboratoires de recherche sur leur territoire, pour les acculturer à cette dimension innovation et recherche. Parce que ce n'est pas évident. D'accord, donc en fait, la région contractualise avec les territoires, donc à l'échelle quoi, du département En fait, la région avec les EPCI, les agglomérations. Les agglomérations, et en l'occurrence, on prendrait cet exemple de Compiègne ou Beauvais, par exemple. Elles ont la possibilité de contractualiser avec la région dans le cadre d'une réflexion globale. C'est comment on met d'une certaine manière en musique tous les acteurs de la recherche sur un territoire pour qu'ils puissent se connaître en lien avec les entreprises. Et c'est une logique de réseau, en fait. Ouais. Ce qui manque souvent, c'est cette logique de réseau. Les chefs d'entreprise nous le disent, ce qui manque parfois, c'est l'entraînement, le fait de se sentir, évidemment, non seulement pas seul, mais aussi de connaître. Et c'est ce que disait Daniel, parce qu'on a aussi fait une permanence avec Frédéric Motte. Il nous disait ça justement. Donc l'accompagnement des entreprises justement dans les dispositifs et qui se sentent soutenues, c'est assez fondamental, notamment dans la confiance et donc dans l'investissement qu'ils peuvent donner à moyen et long terme sur le territoire. Et ça parfois, ça peut faire peur quand on parle de R&D. On pense que ça n'est réservé qu'à des très grosses boîtes. Oui. Ça n'est pas vrai. Oui. Évidemment, quand on a un procédé, on peut l'améliorer, on peut innover dans ce procédé, qu'on soit une très très grosse boîte ou une plus petite. Il n'y a pas de raison. Et on a visité avec Frédéric Motte justement quelques entreprises dans le territoire. Et qu'est-ce qu'on a identifié? Outre le fait qu'ils avaient de vrais problèmes pour recruter des jeunes, ça c'est un problème général, mais je pense que là-dessus, il y a un vrai travail à poursuivre aux côtés de Xavier. Et il y a aussi une deuxième dimension, c'est ce rapport à la recherche et à l'innovation, ce rapport d'une certaine manière, comment une entreprise se transforme pour pouvoir pérenniser son modèle, pour pouvoir continuer à se développer. C'est par l'innovation et par l'investissement dans la recherche. Et bien là, nous, on est aussi là pour faire tomber cette barrière et cette peur. Et notamment, l'innovation et la recherche, ce sont des emplois qui sont non délocalisables. Ce n'est pas des emplois productifs, on est plutôt sur les secteurs à valeur ajoutée, à forte valeur ajoutée. Et nos territoires dans l'Hauts de France, ça peut apporter quelque chose. Et on doit combler bien sûr. Et l'avantage que l'on a, c'est que on a des fonds européens très importants dans notre région. On est la première région métropolitaine bénéficiaire de fonds européens. Il y a, pour ceux qui ne le savent pas, il y a plusieurs, entre guillemets, volets. Et parmi eux, il y a l'Europe plus intelligente. Et là, sur ces volets-là, on a beaucoup d'argent qui va être investi dans nos territoires pour les universités dans le cadre de partenariats publics-privés. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, pour le coup, on doit pleinement s'investir et qui vont permettre... très sincèrement, que c'est une opportunité inédite qu'il faut saisir. Et justement, ce partenariat public-privé, ça a été vraiment un marqueur du
du mandat de Xavier Bertrand, cette volonté justement de renforcer ces liens et cette identité, quoi. On l'a vu Exactement. depuis 2015. Et la force de Xavier, et c'est là où les acteurs de la recherche en région, et ça reboucle un peu avec ta question tout à l'heure sur comment les entreprises, et peut-être, on parle souvent de l'écosystème ou de l'exemple anglo-saxon, comment nous, en région, on peut imaginer un peu cette flexibilité ou ce lien plus facile entre l'entreprise et le monde de la recherche. Là-dessus, on a vocation à être beaucoup plus fluide, beaucoup plus dans l'accompagnement et, encore une fois, faire tomber un certain nombre de barrières. Et Xavier l'a dit aux acteurs de la recherche, et je crois qu'il y a une vraie prise de conscience, c'est cette volonté de faire travailler les deux ensemble, parce que, encore une fois, il y a plusieurs volets. Quand on fait de la recherche fondamentale, encore une fois, ça peut paraître très lointain, mais en réalité, ça peut avoir des applications assez rapides dans l'industrie, et c'est ce qu'il faut qu'on fasse dans certains secteurs cibles. Et là-dessus, on a des secteurs d'excellence en région. Oui. La santé, c'est un secteur d'excellence sur lequel on est aujourd'hui effectivement en pointe. Et c'est sur quel territoire, par exemple? Quand tu parles de la santé, par exemple, Beauvais, bon, il y a un pôle de robots numériques. Beauvais, on est très bon notamment sur le domaine agricole. On voilà. a par exemple, la machinerie agricole. On a aujourd'hui des très grandes entreprises, on le sait, qui fabriquent des tracteurs, etc. Donc, on a un pôle de recherche sur ces volets. On a sur la santé, par exemple, à Amiens, un investissement très, très important que la région va faire, c'est l'Institut Fairface, sur lequel nous allons évidemment, sur lequel nous sommes vraiment mobilisés et qui voit le jour, qui est en train de. J'ai visité le chantier il y a quelques semaines, qui est en train de se terminer. Donc, un investissement dans la recherche biomédicale aussi. Quand on parle des problèmes de santé en région, Karim Adeli ne cesse d'en parler sans avoir de réponse concrète. Nous, on a une réponse immédiate, rapide, avec les aides diverses et variées que Xavier a évoquées, mais on le fait aussi sur le long terme, en investissant dans la recherche pour faire reculer un certain nombre de pathologies qu'on connaît en région, sur les cancers notamment, et sur ce qu'on appelle de manière un peu pompeuse les maladies civilisationnelles, mais qui sont en fait des maladies du quotidien, le diabète, les questions du vieillissement. On investit beaucoup d'argent et on est très bon sur ces sujets. On a ensuite de la recherche sur les mutations, notamment les mutations industrielles dans nos territoires. Par exemple, l'INRIA, qui voit son siège et des laboratoires reconstruits à Arras, travaille, au-delà évidemment de tout ce qu'on peut savoir sur l'amélioration de la qualité de la terre et la meilleure connaissance de la terre, mais aussi demain sur la capacité à accompagner les entreprises dans les mutations des sites industriels pour faire en sorte de les dépolluer et de faire ensuite en sorte que ces sites servent et aient une seconde vie. Donc, on voit qu'il y a des secteurs de recherche très, très, très importants. Et puis enfin, on le sait, la question de REF3, on a d'ores et déjà annoncé qu'on voulait investir dans REF3. Dans un courrier que Xavier a envoyé à l'ensemble des acteurs de la recherche, on a dit qu'on voulait aller plus loin et faire en sorte que la région devienne pionnière, pilote en matière de mutation environnementale, de rénovation énergétique, et qu'on puisse accompagner les acteurs de la recherche dans l'optimisation de ces sujets. Et on sait que notamment sur les questions énergétiques, on a des choses à renforcer et à approfondir, mais on a vraiment pour le coup déjà des bases excellentes. Il nous revient aujourd'hui de poursuivre sur la lancée en mettant davantage de moyens. Et si tu prends un exemple comme Euratechnologie qui a essaimé aussi dans la région, donc ça c'est un pôle qui est plutôt Guillaume Delbar, etc. Bon, mais comment ça s'organise? C'est-à-dire, c'est quoi le lien entre l'université, Euratechnologie, des pôles d'excellence locaux? Alors, tous ces écosystèmes-là existent, ils fonctionnent plutôt bien. Et je le disais tout à l'heure, HDFID est là aussi pour aussi mettre en musique ces acteurs de l'innovation. On a des exemples, Euratechnologie en fait partie, on a Transalais aussi sur les questions des mobilités qui fonctionnent. Et là, c'est la synergie qu'il peut y avoir entre effectivement une université qui a des laboratoires de recherche, des étudiants qui travaillent sur un sujet. On a la capacité à accueillir des entreprises qui, dans le cadre de pépinières, qui s'installent, qui sont accompagnées par la région, notamment pour les fonds d'amorçage et pour pouvoir entre guillemets, accompagner le lancement de l'entreprise et ensuite les investissements nécessaires pour qu'elle grandisse. C'est ensuite la capacité à créer des passerelles entre les différentes entreprises qui s'installent pour créer un système. Transalais, c'est l'exemple typique. On a créé un système autour de mobilité avec plusieurs entreprises qui sont complémentaires, avec de la recherche, de l'accompagnement sur le montage de projets des entreprises, et puis ensuite, tout simplement, faire en sorte qu'il y ait un écosystème favorable à la création et à l'accompagnement des entreprises. Et ça fonctionne très bien pour une raison simple, c'est qu'à un moment donné, on met tout le monde autour de la table. Oui. On met les collectivités locales, on met les entreprises, on met les universités, on met les laboratoires de recherche, et tout ça se fait de manière un peu en mode projet, un peu plus souple que parfois notre administration a l'habitude de le faire, de manière très en silo. Il y a un exemple qui a été évoqué tout à l'heure par Xavier Bertrand dans le débat, c'est Insect. Oui. Insect, alors c'est
pour le coup, c'est une pépite un peu justement de l'innovation, de la recherche. Autour de la food tech. Donc, elle a choisi effectivement donc, la Somme pour s'installer. Comment ça se passe? Donc, si on va aller un peu plus loin, tout à l'heure dans le débat, il n'y avait pas la possibilité d'expliquer. Comment la région s'est investie, comment elle a aidé une entreprise comme Insect à choisir la Somme, les Hauts-de-France pour son installation? On a plein d'atouts, et là, ça dépasse largement effectivement le cadre de notre capacité à accompagner les acteurs de la recherche, c'est notre capacité en région à créer l'écosystème favorable pour l'accueil des entreprises. On a de la chance d'avoir du foncier. On a la chance, même si certains le critiquent, d'avoir des infrastructures de transport qui fonctionnent, qui sont efficaces, qui nous permettent de nous connecter aux grands centres que sont l'Île-de-France et l'Europe d'une manière générale. On a la chance d'avoir de la main-d'œuvre formée, on a la chance d'avoir des diplômés. La région, elle est là aussi pour mettre tout ça en musique et attirer ces pépites. Alors, Insect, en l'occurrence, c'est très pointu. C'est autour de toutes les notions. Notre vocation, c'est de les accompagner de la création jusqu'à la croissance des entreprises. Et c'est ce qui fait parfois défaut. C'est-à-dire que quand on a une pépite qui naît, je prendrai l'exemple aussi de proximité, c'est-à-dire quand on a une pépite qui naît à l'UTC ou qui naît à Unilassal, qui naît, que le créateur d'entreprise qui lance sa petite start-up reste dans la région, développe son entreprise et ensuite crée de l'emploi en région. Si on l'a formé, qu'on l'a bien accueilli, il faut s'assurer qu'ensuite il puisse créer de l'emploi en région. Donc, c'est tout j'allais dire, toute la durée de vie du créateur d'entreprise qui s'est formé chez nous qu'il faut accompagner. On a mis en place avec des outils très, très variés et très nombreux, la région, sous le précédent mandat, au travers de ces dispositifs boosters, starters, etc., a déjà créé l'écosystème. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est continuer sur notre lancée et accompagner la mutation sur la représentation qu'on peut avoir de notre région. Parfois, certains imaginent encore la région des Hauts-de-France pas attractive, pas avec des personnes pas formées, pas diplômées. C'est faux, tout ça est faux, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts, parce qu'on a des établissements de qualité, parce qu'on a un environnement de qualité pour accueillir les cadres et ces boîtes. Et aujourd'hui, nous devons vraiment accompagner ce sujet. Xavier a réussi à instaurer ça. Le déclic s'est fait lors du précédent mandat. Maintenant, il faut juste transformer l'essai. Il y avait deux critiques, c'est pour répondre un peu aux deux critiques dans le débat, visiblement. C'était sur Insect de dire, bon voilà, ils vont s'installer, on leur donne de l'argent, ils vont peut-être partir un jour et l'argent public va être dilapidé. C'est la première critique. Puis il y avait visiblement une deuxième critique qui était sur les salariés, les cadres qui étaient engagés, qui n'étaient pas forcément des cadres de la région. Alors ça, c'est deux choses. Le premier sujet, quand on aide une entreprise, il y a une prise de risque. Comme l'entreprise prend un risque quand elle investit, nous, on prend un risque aussi en l'accompagnant, en l'aidant. On vaut mieux l'aider pour s'assurer qu'elle s'installe plutôt que de la laisser passer sous nos yeux et ensuite, évidemment, perdre une opportunité. Sachant qu'après, c'est à nous de nous assurer que l'entreprise reste en lien avec nous, que la région continue de les accompagner et qu'on soit des partenaires. La logique de partenaire, elle compte. On n'est pas là, on n'est pas des donneurs d'ordre, eux non plus. On est dans une relation partenariale. Exactement. Ça, c'est un sujet qui est extrêmement important. Puis après, il y a la deuxième critique. Mais le rôle d'une région et d'une entreprise, quand elle a la chance d'attirer des cadres, c'est de les fixer chez nous. Ouais. Donc, il y a les deux. On recrute sur place. Si on attire des gens de l'extérieur, ce n'est pas un problème. Au contraire, une région, elle n'est forte que parce qu'elle attire aussi des talents. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il ne faut absolument pas rougir et au contraire, il faut insister. Et puis, il y a un dernier volet qui, moi, me semble absolument nécessaire, c'est dès lors que vous avez une dynamique positive, les bénéfices dans un territoire, quoi qu'il arrive, ça bénéficie à tout le monde. Bien sûr. Et encore une fois, il y a des territoires qui l'ont montré parfaitement avec des mutations réussies. Le Valenciennois, c'est un exemple, je crois, très, 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 très symbolique de ce qu'on peut faire quand un territoire connaît des mutations, des fermetures d'usines. On se retrousse les manches, on se réunit autour d'une table, on met tous les acteurs, on mobilise et au final, on a aujourd'hui un pôle d'excellence qui est de renommée internationale. Donc, ce sont ces exemples-là sur lesquels il faut investir. Évidemment, c'est très facile de critiquer et d'imaginer qu'on peut décréter la création d'emplois. La création d'emplois, c'est un long processus et que ce processus, il faut être en capacité de le regarder en face. Encore faut-il connaître les entreprises, ce qui ne me semble pas être le cas de tous les candidats. Et puis c'est
c'est ça. Et puis, on n'est pas dans l'idéologie, on est en effet dans du pragmatique qui est très concret. C'est l'entreprise qui crée les emplois. La région, qui est une entité publique, elle est là pour favoriser un écosystème et permettre à l'entreprise, justement, de se développer. Et comme tu disais, une entreprise qui vient sur un territoire, elle est là quand même dans un côté très partenarial. Et cet accompagnement-là, il est pérenne. Et son intérêt, c'est évidemment de pérenniser son activité et de localiser là où il est localisé, quoi. En rajoutant en plus le fait qu'à un moment donné, injecter de l'argent, ça n'est pas que ça le rôle de la région. L'accompagnement de la région ne se limite pas à ça. Bien oui, sûr. il en faut. Et l'exemple typique, c'est que quand on fait installer dans notre région des usines de batterie, oui, on mobilise de l'argent. Très bien. Mais à côté de ça, c'est tout ce que l'on peut faire autour de l'accompagnement, la réflexion autour de la filière, la réflexion autour de la mobilisation des acteurs territoriaux, l'ensemble de l'écosystème. Et c'est là où on voit bien que pour beaucoup de candidats, ils ne connaissent pas le monde de l'entreprise. Une entreprise, elle ne vit pas en vase clos. Elle a besoin de s'épanouir avec des partenaires. Et la région, elle a changé d'état d'esprit. Nous sommes aujourd'hui des partenaires des entreprises. Et cette logique de partenariat, il faut continuer à la développer. Et c'est toute la force du discours de Xavier, qui est à la fois très concret, qui dit, bon, écoutez, si vous avez besoin d'argent, s'il faut en mode subvention quand c'est nécessaire, on va en mode subvention. Quand ce sont des avances remboursables, on va sur l'avance remboursable. On a tout le panel des outils. Et on va concrètement sur les outils qui correspondent au projet des entreprises. Et ça, c'est un vrai changement d'état d'esprit. Tu parlais des batteries. Bon, effectivement, l'avenir de la filière automobile, qui est une énorme pourvoyeuse d'emplois dans la région, elle est vraiment dans l'actualité, puisque lundi, il y aura une inauguration à Douai, après Douvrin. Donc, c'est déjà vraiment beaucoup d'emplois qui vont être créés. Et il y a un volet formation, d'ailleurs, autour. Bien sûr. On doit être au rendez-vous de la formation. On doit aussi être au rendez-vous de toute la filière. On a, par exemple, du côté de Noyon, une usine qui fabrique, qui est spécialisée dans tout ce qui est friction. Donc, quand on dit friction, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. En fait, c'est par exemple, les plaquettes de frein. Eh bien, quand un véhicule devient électrique, c'est tout bête. Mais on doit changer la conception de la plaquette pour une raison simple, c'est que la plaquette, en temps normal, elle vibre, elle fait du bruit, elle dégage un certain nombre de microparticules. Avec le véhicule électrique, elle doit faire moins de bruit, elle doit moins vibrer. Donc c'est de la recherche et de l'innovation, et ça crée de l'emploi. Et puis vous avez le dernier volet, c'est réduction du nombre de microparticules. Et bien là aussi, c'est de l'investissement, c'est de la recherche, et la région, elle est au rendez-vous, elle les accompagne. Et du coup, on voit bien qu'avec une mutation de l'industrie automobile, qui est une industrie essentielle pour notre région, tout ce qui est mobilité, de manière plus générale d'ailleurs en réalité, vous avez en cascade énormément de choses qui s'enclenchent et il faut qu'on soit au rendez-vous. Et c'est pour ça que quand on entend les emplois verts, 100 000 par-ci, 200 000 par-là, ce n'est pas sérieux. En fait, il faut avoir une approche très rigoureuse sur le sujet. On a la chance d'avoir sur notre liste des gens qui connaissent extrêmement bien le monde de l'entreprise, on a Frédéric Motte par exemple, et d'autres, qui ont cette vision globale, cette capacité à analyser chaque évolution, chaque mutation, et donc à l'accompagner. C'est là où fondamentalement, par rapport aux dogmatiques qu'on a en face de nous, on a chez nous des concrets, des pragmatiques qui veulent accompagner le monde de l'entreprise et qui la connaissent et qui savent qu'en fonction de la maturité de l'entreprise, du projet de l'entreprise, on n'agit pas de la même manière. Et d'ailleurs, ce qui a été très révélateur lors de cette campagne, et nous venant, quand on a un petit peu un regard, parce qu'on est dans la campagne aussi, les nombreuses visites que vous avez pu faire au sein des entreprises, il y avait toujours vraiment cette relation même très partenariale où les chefs d'entreprise qui vous ont accueilli, et notamment les salariés aussi, ont ressenti ça. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une région à côté et pour la cause entrepreneuriale, et ça s'est vraiment ressenti lors de vos nombreux déplacements terrain dans les entreprises, quoi. Xavier disait toujours qu'on était la région pro-business. Je crois qu'il a raison. On est pro-business, mais il faut aller encore plus loin. On doit montrer, on doit faire aussi en sorte que les habitants, d'une part, retrouvent confiance en eux. On a commencé à le faire, mais il faut qu'ils aient conscience que notre région est une belle région qui fonctionne, qui est innovante, qui est attractive, et donc ils doivent être fiers de leur région. Et ce déclic de fierté, mine de rien, va rejaillir sur tout le monde. Parce qu'une entreprise qui n'a pas confiance, qui doute d'elle-même, qui doute de son territoire, c'est une entreprise qui n'innove pas, qui ne recrute pas. Donc on doit aussi créer ce déclic de confiance. Et puis on doit être en capacité, à côté de ça, effectivement, de continuer le travail en montrant aux entreprises qu'on à leur côté, qu'encore une fois, on change de logiciel. On n'est pas là pour rajouter des contraintes, on n'est pas là pour leur faire des dossiers incompréhensibles, on est là pour essayer d'être au service du développement, de la création d'emplois, en partenariat là aussi avec les acteurs d'entreprise, les chambres de commerce, les différents syndicats patronaux
et les syndicats de salariés, parce qu'il faut les accompagner et faire en sorte que les diplômés de notre région ou ceux qui ne sont pas diplômés soient formés, accompagnés vers les nouveaux métiers. Et ça, c'est primordial. Ouais. Et justement, sur la question de la formation, c'est assez fondamental. À chaque fois, on fait face à des problématiques d'emploi qualifié, la qualification Bien sûr. d'emploi. Ça, c'est un vrai sujet. Hein. C'est un vrai sujet pour répondre aux besoins des Bien entreprises sûr. et aux besoins des nouvelles, notamment les nouvelles installations des entreprises ici. Quoi. Et on a un vrai sujet. Et là, c'est les entreprises qui nous en parlent Ouais, à chaque fois. à chaque fois. C'est Ouais. on n'arrive pas à recruter. Ouais. Il y a un problème de savoir-faire, Oui. mais il y a aussi un Savoir-être. problème de savoir-être. Et ça, c'est plus long à changer. Oui. Et on verra ce qu'il en est de l'après-Covid. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'il y a eu aussi un déclic. La relation au travail a changé. Il faut qu'on soit capable, là aussi, d'accompagner tous les jeunes, et pas seulement les jeunes, mais qui sont dans des situations difficiles, leur redonner confiance, les accompagner vers l'emploi par la formation et leur redonner l'envie de travailler et de se dire que les entreprises font beaucoup d'efforts pour améliorer le cadre de vie au travail. Beaucoup d'entreprises industrielles qu'on a pu visiter nous disent alors, moi, je fais des efforts pour améliorer le cadre de travail, je fais en sorte d'améliorer les ateliers, d'améliorer les conditions d'accueil, etc. Ils investissent, ils disent, mais j'ai du mal à trouver des salariés. Donc aujourd'hui, on doit recréer ce lien, ce déclic de confiance, et les entreprises, très sincèrement, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il y a des salariés qui se donnent à fond dans leur job, il y en a d'autres qui, malheureusement, parfois ont des situations difficiles dans la vie qui font qu'ils décrochent, ça arrive, il ne faut pas les regarder avec mépris. Puis il y a ceux qui, parfois, profitent du système, ça existe, évidemment. Et pareil pour les entreprises, il y a des patrons exemplaires, il y en a d'autres qui le sont moins. Donc on ne peut pas avoir de tableau tout noir ou tout blanc, mais en revanche, la région doit être là pour aussi accompagner tous ces publics-là. Vous aviez utilisé beaucoup ce triptyque lors de la précédente campagne, un peu moins sur celle-ci, mais moi j'y tiens. Aider ceux qui créent du travail, aider ceux qui cherchent du travail et aider ceux qui travaillent. Les trois éléments sont essentiels et se nourrissent les uns les autres. Et le fameux slogan, la région au travail. Elle avait tout son sens. Exactement. Elle l'a toujours. Tu as parlé du Covid tout à l'heure. Oui. C'est vrai que la région a beaucoup soutenu les étudiants, justement, parce que la formation, la recherche, il y a beaucoup d'étudiants. Bien sûr. Qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des problèmes qui restent? On est en pleine, on est à la fin de l'année universitaire. Est-ce que tu peux nous redire quelques mots sur la manière dont l'équipe a agi pour soutenir nos étudiants? Alors c'est vrai en région, on a à peu près 140 000 étudiants. C'est significatif, évidemment, et la crise Covid étant arrivée par là, on oublie toujours, on dit toujours que ça a duré 1 an. En fait, non, pour les étudiants, ça a duré 2 ans, parce que c'est sur 2 années, j'allais dire, courantes. Donc, vous avez 2 promotions, d'une certaine manière, qui ont été touchées. Ce que nous avons fait tout de suite, c'est que nous avons évidemment identifié qu'il allait y avoir un problème pour les étudiants d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel. Donc, on a assez rapidement mobilisé au maximum le fonds régional d'urgence qui a été mobilisé pour pouvoir aider les jeunes à payer leurs factures, etc. Donc, c'est des choses très, très concrètes gérées par le Crous que nous avons mobilisées. On avait identifié donc du coup le risque de voir plein de jeunes qui n'avaient pas de job étudiant. Donc on a créé des jobs étudiants, on a créé 1000 jobs étudiants en plus dans l'ensemble des établissements parce qu'on avait à cœur à la fois de répondre à une urgence, celle du pouvoir d'achat des étudiants, mais aussi à répondre à un deuxième sujet, c'est de la lutte contre le décrochage, puisque ces étudiants-là sont dans une logique de pair à pair pour accompagner les étudiants qui sont en risque de décrochage. Et on a créé enfin 300 étudiants relais santé en plus, parce qu'il y avait le fameux risque psychologique. Et ce risque psychologique était très important. Vous voyez qu'il y avait des indicateurs qui étaient très hauts sur le fait que certains jeunes pensaient au suicide, notamment, et on avait ces phénomènes-là. Donc, on a créé 300 étudiants relais santé en plus. Ça nous faisait donc 600 étudiants en tout qui étaient là pour répondre à leurs camarades, pour écouter ce qui n'allait pas, s'il y avait besoin de les accompagner, de les rediriger vers des associations qui faisaient de l'accompagnement psychologique. Et puis, enfin, on a évidemment mis en place une aide à la restauration. On a tout simplement débloqué plusieurs repas gratuits. En l'occurrence, ça pouvait d'abord être 100 repas gratuits. Au final, on a totalement déplafonné. Dès lors qu'un jeune était en situation de grande précarité, qui n'avait pas la possibilité de se nourrir dignement, l'État avait mis en place le repas à 1 euro. Eh bien, nous, on a considéré qu'il fallait aller plus loin pour ceux qui étaient le plus en difficulté. Et après évaluation des dossiers par les Crous, le repas était gratuit. Donc ça, c'est vrai, c'est une action d'urgence. Et le gros enjeu pour la rentrée, ça va être la question du décrochage scolaire. Oui. Parce qu'on sait que certains étudiants ont disparu des radars. Et cela, il faut que nous soyons en capacité de les accompagner. On avait mis en place un dispositif qui est du tutorat.
qui existe, qui existait avant, mais qu'on a renforcé avec ces fameux 1000 étudiants en plus. Ça nous faisait 2600 étudiants en tout. Et l'idée, c'est qu'on puisse continuer ce travail-là parce que toutes les universités, tous les établissements nous ont dit que c'était ce qui avait le mieux marché pour la lutte contre le décrochage. Parce que dans chaque filière, il y avait quelques étudiants qui étaient là pour justement identifier ces risques et faire du tutorat, de l'accompagnement. Et donc, c'est quelque chose sur lequel nous devons continuer à investir parce que le vrai risque, ce qui serait terrible, c'est qu'on ait finalement une génération, c'est-à-dire toute une génération d'étudiants qui auraient décroché et qui, d'une certaine manière, qu'on aurait perdu. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, évidemment, on ne peut pas s'asseoir. Et j'allais rajouter un élément, c'est que c'est une question essentielle d'attractivité. Cette génération ne sera pas perdue. On la rattrapera, on trouvera les solutions. Et les établissements d'enseignement supérieur disaient une chose très juste aussi. Pour tous ceux qui n'ont pas décroché, qui ont continué, le diplôme qu'ils auront obtenu n'est pas au rabais. C'est un diplôme comme un autre. Toutes les conditions ont été réunies pour que la poursuite d'études soit possible. Il y a eu des lacunes de la part de l'État, il faut être très clair. Nous, on n'a pas la compétence de la gestion des universités, il faut bien le rappeler. On crée là aussi le cadre pour que les étudiants puissent faire le mieux possible. Et on doit poursuivre et on doit faire en sorte que les étudiants puissent réussir. Et j'en reçois plein de messages en même temps, là, de justement étudiants qui... Et c'est vrai que la détresse étudiante, j'ai reçu un message plutôt super intéressant. La détresse étudiante, je crois qu'on l'a même... Bon, en tout cas, vous avez fait beaucoup d'actions. Et je pense qu'elle peut être encore plus révélée lors de la rentrée en septembre, où il y a des nombreux décrochages. Et tu parlais des étudiants en radar. Et on a plein de témoignages comme ça, notamment sur les orientations. Ça va être, à mon avis, un vrai défi, en tout cas pour vous. Donc, il faut que les établissements, ils en ont conscience. Ils ont conscience du risque et c'est eux qui sont en première ligne. Nous, on est là pour les aider, pour faire en sorte qu'ils ne soient pas submergés par le risque d'une vague, effectivement, de jeunes qui décrochent ou qui ont perdu confiance et qui n'arrivent pas à raccrocher. Ça, c'est un sujet essentiel. Mais il va y avoir aussi un sujet important. L'anxiété, elle réside, dans le problème matériel, on l'a dit. Donc, il y a une vraie prise de conscience aussi sur le fait que la précarité étudiante, c'est pas normal. Pendant des années, on a considéré que finalement, manger des pâtes, c'était logique quand on était étudiant. C'est pas logique. C'est pas normal. Ça ne devrait pas être normal. Donc, bien sûr. Ça a mobilisé, ça a permis de faire réfléchir et de se dire que des étudiants qui font la queue au Resto du Cœur, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Et donc ça, il faut qu'on l'ait bien en tête. Sûr. Et donc, il faut qu'on réfléchisse à ça, y compris notamment dans l'accompagnement vers les jobs étudiants, nous qu'on prenne notre part, mais que d'autres acteurs aussi prennent leur part dans comment on crée des jobs étudiants adaptés à la poursuite des études. Donc, une première crainte qui est matérielle. Il y a une deuxième crainte qui est, on l'a dit, liée à la solitude, liée au Covid. Bon, maintenant, comment on voit ce qui peut se passer à la rentrée. Et puis, le troisième élément d'angoisse, c'est l'insertion professionnelle. Il n'y a rien de pire pour un étudiant qui se dit, je fais des études, mais qu'est-ce que je vais faire après? Et là, le sujet, c'est comment la région, et ça fait partie de ses compétences, crée là aussi l'écosystème favorable pour l'insertion professionnelle des jeunes. Et notamment, il y a beaucoup de jeunes qui nous disent qu'ils n'arrivent pas à trouver une entreprise en alternance. Et ça, c'est vraiment extrêmement problématique puisqu'il n'y avait pas de projection sortie de crise. Et donc, il y a beaucoup de stages. Et là aussi, on a mobilisé nos réseaux. Xavier a écrit un courrier très important. Sur le CV, il est très obsédé par cette année. C'est vrai, il a raison. C'est un combat essentiel. Et la mobilisation des entreprises. On met tout en œuvre pour faire en sorte que les entreprises aient l'écosystème favorable. On leur demande, en contrepartie, de nous aider à insérer les jeunes qui sortent de nos établissements. On est à peu près à la moitié de notre émission, comme d'habitude. Alors, on va peut-être prendre des questions en ligne, puisqu'on a une permanence virtuelle où on peut pousser la porte. Est-ce que je vois des mains qui se lèvent, qui souhaitent prendre la parole? N'hésitez pas à ouvrir votre micro. Si vous voulez poser une question en direct, on est là. Est-ce que Rachad, Cédric, Kadisha, est-ce que vous voulez intervenir? Oui, bonjour. Bonjour Cédric. Bonjour, moi j'ai une question en fait sur l'aspect innovation et je voudrais savoir comment en fait la région elle peut aider les entreprises en fait à innover. Parce que je pense que ça fait partie de cette attractivité de nos territoires et ça permet aussi, si on a des pôles de recherche importants, pour que les jeunes restent. Parce que c'est vrai que ça, c'est important, que les jeunes continuent là où ils ont fait leurs études et puis en plus puissent avoir du travail dans ce milieu-là qui est quand même important. Oui.
Non, c'est très important, effectivement. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on a un certain nombre d'actions, on a un écosystème que l'on essaye de renforcer. On va continuer à développer le lien public-privé, en faire en sorte que les laboratoires que nous avons dans notre région s'ouvrent aux entreprises et que les entreprises aussi jouent le jeu en investissant dans la recherche et développement en région. Et c'est par cela, effectivement, qu'on arrivera à fixer un certain nombre de jeunes diplômés. On le sait assez peu, mais la région est la deuxième région à diplômer, en nombre de diplômés d'ingénieurs. Bon, c'est une niche, hein, mais sur les ingénieurs, fondamentalement, c'est eux qui vont ensuite alimenter la recherche, le développement, l'innovation dans les entreprises. Eh bien, nous devons effectivement trouver les solutions pour les fixer. C'est aussi en attirant des entreprises qui ont besoin d'eux. J'étais tout à l'heure en train de visiter une entreprise qui innove et qui vient de s'installer en région sur la fabrication de tracteurs, en l'occurrence une entreprise japonaise qui a fait le choix de la région, d'investir en région plusieurs millions d'euros. Et en l'occurrence, ils ont besoin effectivement d'acteurs, de jeunes qui viennent s'installer, qui travaillent. Aujourd'hui, ils ont attiré 16 nationalités en région. Donc ça prouve que c'est des entreprises qui croient notre territoire et investissent. Bien, nous devons aussi les encourager. C'est la première chose que je leur ai dit. Bien maintenant, on vous demande aussi de faire confiance aux jeunes diplômés de la région. Allez les chercher. Ils sont compétents et ils seront ravis d'aider au développement de cette entreprise internationale qui s'est basée en France. Donc, le lien public-privé, continuer à favoriser, je le disais tout à l'heure, le financement de doctorants, financer des thèses en entreprise, qu'on appelle les thèses CIFRE, donc aider, accompagner, faire connaître ces dispositifs pour faire en sorte que les étudiants qui sont diplômés chez nous restent dans des entreprises qui sont à haute valeur ajoutée, puisque là, on parle vraiment spécifiquement des étudiants qui sont je veux dire, dans des formations à haute valeur ajoutée. Alors, on peut prendre d'autres questions, Marine, Rachad, Khadija. Moi, j'ai bien une question. Bonsoir. Bonsoir. Rachad. Oui, vous avez parlé justement de l'insertion des jeunes diplômés. Justement, quand on sait qu'aujourd'hui, avec la crise, même les travailleurs expérimentés ne trouvent pas de travail, nous, justement, parce que c'est mon cas, je suis diplômé cette année et moi, sans expérience, je me pose pas mal de questions. Et vous avez dit justement que c'était une compétence de la région, mais vous n'avez pas dit concrètement comment la région elle peut nous aider. Donc, ça m'intéressait de savoir qu'est-ce que la région peut faire pour nous et dans cette insertion-là, dans ce tournant, surtout en sortie de crise, hein, parce que ça va être un tournant assez fort pour l'avenir de la jeunesse. Donc, ouais, j'aimerais bien savoir. Vous m'entendez? Ça a bugué. Non, on entend, mais je pense que c'est du côté… Ok, je me demandais si c'était moi. Parfait. Attends, du coup, parfait, non. On va attendre. On s'en était rendu compte. Voilà. Je pense que nous sommes reconnectés. Rachad, voilà, c'est beaucoup mieux. Pardon, c'est les joies du direct quand on travaille de manière artisanale parfois. Pardon. Il n'y a pas de souci. Et merci d'être encore là. Oui, désolé.
Bon, j'ai douté que ce fût moi, mais non, du coup, apparemment. Et Rachad, en fait, on a été extrêmement injuste avec Oui, vous. Ouais, C'est qu'on a dit que c'était vous et votre connexion, mais non, en fait, c'était la nôtre. Hein? Excuse pour ça. Non, mais j'ai bien compris que vous avez fui ma question, il n'y a pas de souci, hein. Non, on n'est pas c'est comme une ça. bonne manière, mais sinon je serais passé sous la table et je serais parti. Ouais. Je sais pas du coup si qu'est-ce que vous avez entendu de ma question. Non, il faut qu'on recommence. Partez du principe qu'on n'a rien entendu. Ouais. Ok, pas de souci. Mais du coup, ma question était claire parce que vous avez parlé justement de l'insertion des jeunes diplômés. Et oui, je partais du principe que voilà, les travailleurs aujourd'hui même expérimentés ne trouvent pas forcément de travail. Donc nous, diplômés sans expérience, ça paraissait un peu compliqué. Et donc moi, voilà, moi je suis jeune diplômé justement cette année. Et donc voilà, je fais partie de ces diplômés là, en pleine crise de la Covid-19. Et donc il se pose beaucoup de questions. Et donc comme vous avez dit que c'était une compétence voilà, de la région, je me demandais voilà, qu'est-ce que exactement vous faites concrètement voilà, pour ces jeunes diplômés qui s'inquiètent quand même voilà, de cette insertion dans le marché de l'emploi. Et est-ce que la sortie de crise va aider un peu? Voilà, je vous remercie. Alors, on espère que la sortie de crise euh, va se dessiner, va surtout se réaliser et se concrétiser. Ça, c'est un sujet plus national, mais force est de constater qu'il semble qu'il y ait une reprise, en tout cas de la consommation. Maintenant, est-ce qu'il y aura cette reprise par l'investissement des entreprises? Il faut le souhaiter, il faut l'espérer. Et ça n'est que parce que, encore une fois, on aura recréé un climat de confiance dans le pays et en région, mais ça, évidemment, ça ne dépend pas que de la région. Xavier l'a bien dit tout à l'heure. Évidemment, les politiques de l'emploi, les politiques de l'accompagnement des entreprises. La région peut créer beaucoup de choses, mais il y a quand même un climat général. Cédric, on est d'accord, c'est toujours Oui. pas moi. Non, ça fonctionne toujours pas. Mince. On va demander comment la région peut renforcer les connexions réseau. C'est une bonne question. Zut. On va attendre encore une fois, je pense. Hop, audio. Désolé, c'est. Vous nous entendez? Oui, Oui, on avait d'ailleurs une On a des... question. Vraiment, c'est terrible. Ça. Il y a- Heureusement, c'est la fin de la campagne. C'est ça, c'est un complot Zoom contre nous. Mais on reprend. Donc je disais qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses qui ne dépendaient pas uniquement de la région, qui dépendaient du national. On voit bien que la dynamique de création d'emplois est plus lente à reprendre dans notre pays que dans d'autres pays, où dès que la reprise économique est là, il y a la création d'emplois. On voit bien la dynamique aux États-Unis, par exemple. Je ne prends pas l'exemple social des États-Unis comme étant un modèle, mais néanmoins, on voit bien que la corrélation entre redémarrage économique et création d'emplois est beaucoup plus directe. C'est moins le cas en France. On sait qu'on met plus de temps à recréer de l'emploi. Je crois qu'il y a des réformes structurelles à mener. Je parle là à d'autres échelons, nationaux notamment. Mais en région, nous, ce que l'on doit continuer à faire, c'est continuer à animer ce fameux réseau des entreprises, les aider vers l'innovation et faire en sorte qu'ensuite ils puissent recruter. Mais aujourd'hui, je le dis, les entreprises qui nous disent qu'ils sont prêts à recruter, elles ont du mal à trouver les jeunes diplômés ou les jeunes en recherche de formation ou tout juste sortis de formation. Il n'y a pas qu'évidemment les jeunes qui sortent de l'enseignement supérieur, mais à trouver des jeunes qui sont adaptés aux offres d'emploi. Et ça, c'est un vrai sujet qui nous mobilise beaucoup sur l'orientation notamment. Mais pour les jeunes, oui, il y a cette inquiétude, mais qui, je crois, concerne toutes les régions. Nous allons essayer de faire le maximum avec les entreprises de notre territoire pour accompagner et créer le lien entre l'offre et la demande et Proche Emploi, quand bien même notre cher Sébastien Chenu tente de décrédibiliser la démarche. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'entreprises qui nous disent que ça a été une offre très adaptée, très ciblée, très du sur-mesure,
que nous ne retrouvons pas nécessairement. Et ça, c'est vrai qu'on l'a retrouvé notamment sur plusieurs secteurs où les entreprises disaient Proche Emploi, c'est vraiment, voilà, nous on passe par Proche Emploi parce que c'est adapté à nos réels besoins et ça fonctionne vraiment. C'est vraiment efficace, quoi. Bien sûr. Rachad, je voulais. Ok, merci. Bah écoutez, j'irai taper à leur porte. On verra si ça marche bien. Ok. N'hésitez pas, de toute façon, on est dans la proximité, donc si vous voulez qu'on vous vienne en aide d'une manière ou d'une autre, si vous avez besoin d'un conseil, Bien d'une sûr. aide, vraiment, vous nous appelez. Pas de souci. Moi, je suis candidat dans C'est noté. la Somme. Si d'aventure je suis élu dimanche, je suis à votre disposition. Daniel aussi. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Donc, en général, donc là, malheureusement, on va être obligé de faire un peu plus court, mais la dernière partie de notre émission, elle est plus consacrée au territoire. Bien Donc, sûr. ici, on est dans l'Oise, région de Compiègne, et donc on parle un peu des projets, des problèmes, s'il y a des problèmes, et ce que les habitants de la région doivent savoir quant à l'action de la région ici dans leur territoire. Oui, bien sûr. Donc, si tu peux nous en dire quelques mots. Moi, je voudrais déjà dire une chose, c'est que l'Oise, c'est une des pépites des Hauts-de-France. Le département de l'Oise a des atouts considérables. Nous avons la chance d'avoir des entreprises, nous avons la chance d'avoir des laboratoires de recherche, des universités, nous avons un écosystème et une position géographique qui nous met, je vais dire, frontalier à la première région Oui. d'Europe en termes de dynamisme économique qu'est l'Île-de-France. Il faut reconnaître les choses. Donc nous avons la chance d'être dans une position extraordinaire. Nous ne devons pas nous vivre comme une périphérie de l'île. Nous sommes l'interface de la région des Hauts-de-France avec l'Île-de-France. Nous ne sommes en périphérie de rien. Donc il faut que les habitants de la région, du sud de la région de l'Oise, aient conscience qu'ils sont indispensables à la région des Hauts-de-France. Donc nous ne sommes oubliés de personne. Oui. Et s'il y a bien une chose sur laquelle Xavier a insisté dès le départ, et il est Picard, la Picardie n'a pas été oubliée, loin s'en faut. Nous sommes au cœur de la région et nous sommes au cœur des priorités de la région. Donc ça, c'est une première chose. Et je pense que c'est important que les habitants de l'Oise s'en rendent compte. Parce que parfois, on nous dit « Ah, mais l'île, c'est loin, on est oublié, on ne bénéficie pas forcément de tout, toutes les réunions se passent à Lille. » Eh bien, nous allons à chaque fois essayer de faire en sorte que l'Oise ne soit pas oubliée. L'ensemble des conseillers régionaux se sont mobilisés pour cela. Deuxièmement, encore une fois, dire à tout le monde, entreprises, associations, habitants, prenez votre place dans les Hauts-de-France. Ayez conscience que vous êtes une chance pour les Hauts-de-France. Donc ça, c'est une chose que moi, je veux dire et je veux répéter. Et avec Xavier, je crois sincèrement qu'aucun territoire n'a été oublié. Que ce soit dans le bassin minier, que ce soit dans la métropole européenne de Lille, ou que l'on soit dans le Compiègnois, dans le Beauvaisis ou dans le Noyonnais, la région est partout, elle est aux côtés de tous les territoires, de tous les porteurs de projets, de toutes les associations. Ça, c'est le premier message que je veux dire. Deuxièmement, on a des grands projets qui vont arriver dans notre département et qui prouvent que, évidemment, la région a été bénéfique et utile. Je pense au canal Seine-Nord-Europe, évidemment, il démarre ici, à Compiègne. La société de projet est installée à Compiègne. Donc la région, elle permet le développement du Compiègnois, elle permet le développement de l'Oise. Le barreau Creil-Roissy, essentiel, qui va connecter les bassins d'emploi, nos territoires au bassin d'emploi qu'est Roissy. Une chance extraordinaire. Et c'est la région qui l'a redémarré. Donc on voit bien que sur des sujets comme ça, structurants, la région est au rendez-vous. Donc on a des opportunités de développement, on a une position géographique extraordinaire. Et oui, il y a des choses aussi encore à faire. Je pense notamment à tout le monde rural dans l'Oise. On a une ruralité qui est très importante, qui parfois se sent un peu abandonnée et qui parfois a eu tendance à voter pour le Front National. Cette fois-ci, ils ont décidé de revenir dans le giron républicain derrière Xavier Bertrand, et parce que Xavier Bertrand leur rend bien, il est au service des territoires. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faudra être vigilant lors du prochain mandat, c'est continuer à avoir en tête cette solidarité des territoires. Les maires, les communes rurales sont accompagnées par la région, seront accompagnées par la région. Et ce changement-là, il est essentiel pour continuer à rapprocher la région des territoires ruraux. Et c'est le cas dans l'Oise. Et c'est un travail d'équipe que vous faites et qui est vraiment incarné. On était avec Emmanuel Martin et il me disait ça, voilà, c'est que l'incarnation de la liste au service du territoire. On est partout. Voilà, on est partout. Et c'est vraiment. Beaucoup d'élus. Exactement. Tu es un élu ici. Exactement. Avec beaucoup de maires. Très ancré, quoi. Qui connaissent on le voit, il y a Exactement. plus de 1300 élus qui soutiennent Xavier et qui l'ont dit publiquement aujourd'hui.
on est effectivement une fédération d'élus locaux, Exactement. très, très solidaire et à la Bien disposition sûr. des habitants, comme le sont les maires. C'est pas pour rien que Xavier a longtemps dit qu'il était le maire de la grande région. Il a On est raison. tous un peu les Bien sûr. maires, en tout cas dans l'état d'esprit, dans la démarche, c'est vraiment la manière dont on compte se battre pour les gens. Exactement. Et les candidats que nous sommes, nous avons vocation à plusieurs choses, mais d'abord à être des élus de proximité. Oui. C'est-à-dire que le conseil régional, pendant longtemps, et je l'entendais quand on a été élu la première fois en 2015, lorsque j'allais dans les villages, dans les fêtes, voir des entreprises, ils disaient, mais c'est la première fois qu'on voit des conseils régionaux. Ils étaient contents de voir des conseils régionaux, ils ne savaient pas ce qu'on faisait d'abord. Ils se disaient, qu'est-ce que vous êtes censé faire? Alors on leur expliquait. Et maintenant, c'est une évidence, quand ils nous voient arriver, ils savent ce qu'ils peuvent nous demander ou pas nous demander. Il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Ils savent très bien ce que peut faire un élu et comment ils peuvent s'adresser à nous. Et quand ils ne savent pas, c'est à nous d'aller vers eux. Et c'est ce que nous avons fait. Je crois que c'est à la demande de Xavier. Il a raison. Nous ne sommes pas là uniquement pour attendre qu'on vienne à nous. C'est à nous d'aller vers les gens. C'est le même message que pour l'abstention, d'une certaine manière. Ce n'est pas l'abstention, c'est notre responsabilité collective. Ah, bien sûr, on ne va pas aller faire comme Marine Le Pen, à engueuler ceux qui ne sont pas allés voter. Il faut comprendre pourquoi les gens ne sont pas allés voter, il faut y répondre, et ça passe d'abord par notre capacité à nous élus, à être concret, à être efficace, à être sur le terrain, à se remettre en question, et parfois aussi à assumer qu'on s'est trompé. Et Xavier le dit, par exemple, sur la question de chômage, on a fait beaucoup, on s'est battu, sans doute que le résultat n'est pas suffisant, parce qu'on n'est jamais satisfait. Il a raison de jamais être satisfait. On se pose des questions, on se remet en question, et on avance. Et je crois que c'est ce qui fera qu'à un moment donné, on réduira le divorce entre les Français, les habitants des Hauts-de-France en particulier, et la politique. Et je crois que le résultat, malheureusement, qui quand même, cette montée de l'abstention, elle dit quelque chose sur la situation du pays, elle dit quelque chose sur la situation des élus, et je crois malheureusement que nous payons tous collectivement, malgré notre bonne volonté, notre investissement, on paye aussi la déconnexion de certains élus, et c'est le cas, je le crains malheureusement, de certaines politiques nationales, des territoires et des élus locaux qui, eux, ont le sentiment de ramer à contre-courant en permanence et qui sont épuisés. Ce n'est pas pour rien si on a aujourd'hui des élus qui ne veulent plus se représenter dans les petites communes notamment, parce que quand on supprime un élu, dans les territoires ruraux, en fait, pour remplacer le travail d'un seul élu, il faudrait 3 fonctionnaires. Et ça, les gens ne le soupçonnent pas. Mais dans un village, le maire n'est pas payé ou très peu. Il bosse, pardonnez-moi du terme d'être un peu vulgaire, mais comme un chien. Et en plus, il n'a même plus la reconnaissance parce que les gens ne sont plus reconnaissants à l'égard des élus. Donc il faut aussi recréer ce lien. Nous, peut-être, grands élus, élus régionaux, ça peut paraître un peu loin. À nous de remontrer que ce lien existe pour redorer le blason de tous les élus. Et ils en ont besoin. Et je pense notamment aux maires ruraux qui eux, galèrent et en bavent. Et c'est assez injuste. À très peu de temps là, du deuxième tour et après un premier tour où, effectivement, on vient de le dire, où il y a eu énormément d'abstention. Moi qui suis un non-inscrit, toi qui es un homme du centre, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à tous ceux qui ont fait un autre choix au premier tour sur la nécessité évidemment du vote utile et la nécessité de voter? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord nécessité de voter pour une raison simple, moi, qui me semble une évidence, mais qu'il faudrait expliquer. Ce matin, j'étais en gare de Compiègne à distribuer les tracts et j'ai eu beaucoup de jeunes qui m'ont dit, moi, je ne suis pas allé voter parce que je m'en fous, ou je me sens pas... je ne me sens pas légitime, alors, n'utilisez pas ce mot-là, mais pour voter. Première chose, on est tous légitimes. Notre voix compte et elle doit s'exprimer parce que sinon, on n'a pas le droit de se plaindre. Donc, il faut aller voter parce que le vote permet de changer les choses et en tout cas, vous autorise ensuite à être exigeant. Si vous ne votez pas, vous ne pouvez pas être exigeant. Ça, c'est une première chose. Puis après, le vote utile, c'est le vote de Xavier Bertrand, évidemment. Et moi, ce que je voudrais dire à ceux qui ont fait un autre choix au premier tour, c'est que Xavier Bertrand, certes, il peut avoir des défauts et on peut lui reconnaître plein de défauts, et sans doute que ceux qui n'ont pas voté pour lui au premier tour, c'est qu'ils avaient des choses à lui reprocher. Mais s'il y a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est la volonté de se battre pour la région et de le faire en équipe. Et quand on veut personnaliser à outrance la politique, c'est là où on se plante, parce que d'abord, la politique, c'est une question collective et c'est une capacité à entraîner des gens. Et Xavier est en capacité d'entraîner des gens, nous en sommes tous collectivement la preuve. Deuxième chose, Xavier Bertrand, ce n'est pas un dogmatique. C'est un concret, c'est un pragmatique, il est efficace, il répond aux besoins. Et là aussi, il ne fait pas de la politique
pour faire de la politique. C'est du concret, c'est de l'efficace. Et en face de nous, on a des dogmatiques, au mauvais sens du terme. Vous avez le dogmatisme du Front National, qui est évidemment qui est enfermé dans sa politique d'extrême droite, de tout le temps la même, qui au fond ne fait que de se nourrir des problèmes. Et puis le dogmatisme de gauche avec Karine Madeli, qui objectivement, quand on l'entend, on ne peut pas se dire que c'est sérieux. On ne peut pas décréter la création d'emplois. On ne peut pas dire qu'elle ne fait campagne qu'en train, mais si elle ne fait campagne qu'en train, ça veut dire qu'elle oublie une part substantielle du territoire. Il y a combien de territoires, de petits villages qui ne sont pas desservis par le train? C'est ça la réalité du territoire régional. Donc c'est du dogmatisme, c'est de la posture, et nous sommes concrets et on essaie d'être efficaces. Et des écologistes qui sont... Il y a des extrémistes. Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il est encore républicain? Parfois, on peut se poser la question. Bien sûr. Donc, moi, ce que j'aimerais dire aussi à nos amis écologistes, moi, je me sens profondément écologiste, donc, mais pas de la même manière. Je ne suis pas un idéologue et il ne faut pas se tromper. On a face à nous une liste qui fait de la politique, qui fait de l'idéologie et qui, à mon sens, n'apportera rien en matière de défense de l'environnement. Et quand elle dit écologie, quand elle parle de rupture, parce qu'avec elle, tout est question de rupture, il faut passer à un autre système, Oui, il faut changer beaucoup de choses. Il est évident qu'on ne peut pas continuer comme ça, et pour les générations à venir, il est évident qu'il faut accompagner les entreprises dans les mutations environnementales, moins de gaz à effet de serre, évidemment. Et cette mutation, elle doit se faire vite, oui, mais pas en cassant. Et ce que j'entends, moi, dans la bouche de Karine Madeli, en fait, c'est quelqu'un qui veut casser, qui veut passer dans une forme de rupture. Et la rupture, elle fait forcément des dégâts. Donc, puis elle oppose. Elle oppose très violemment. Les territoires, elle oppose les gens. Et donc, nous, on est dans la mutation, c'est-à-dire l'accompagnement. C'est une grande transition. Elles doivent se faire vite, mais elles doivent se faire bien, qui ne détruit pas d'emplois et qui aide les entreprises. Donc, c'est ça le refus du dogmatisme. Et moi, je suis profondément écologiste, je suis centriste. J'ai eu la chance de travailler avec Jean-Louis Borloo. Je pense que par l'innovation, justement, par la recherche. Qui était aujourd'hui avec Xavier Bertrand. Exactement, à Valenciennes. Et je crois que symboliquement, il y a là la preuve que par l'innovation, par la recherche, on peut être écologiste, on peut favoriser la mutation des territoires, la mutation environnementale, la mutation écologique des territoires, des entreprises, et ça ne passera que par ça. Et c'est comme ça qu'on préparera l'avenir de la région. Merci Daniel, merci Julien. Merci beaucoup. Il est 21h. Il est l'heure d'aller manger. J'espère que 2 heures de débat et ensuite 1 heure d'échange avec Daniel, c'est talentueux, c'est intéressant. Mais ça fait 3 heures. Mais c'est long. Et donc, c'est se battre pour vous et jusqu'au bout. Quoi. Jusqu'au bout de la vie. Merci aux courageux qui nous ont suivis et qui ont suivi le débat avant. On sera demain donc, pour cette permanence virtuelle un peu exceptionnelle à Arras avec François de Coster et Anne Pinon, nos 2 spécialistes de la culture et des acteurs du monde culturel qui seront en live de différents endroits sur le territoire des Hauts-de-France. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à demain. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.